Bonsoir. C'est vrai qu'elle est belle, cette bague que vous avez achetée un jour sur un coup de cœur, au hasard d'une promenade dans Paris, chez un antiquaire spécialisé dans les bijoux anciens. D'où vient-elle? Personne ne le sait. L'expert vous a dit qu'elle était certainement fin 19e, début 20e. Alors de temps en temps, vous vous plaisez à imaginer la femme ou les femmes qui l'ont portée avant vous. C'est qu'elle a sa part de mystère, cette bague. Puis de toute façon, vous avez fait une excellente affaire. Pour quelques milliers de francs, une pierre de cette qualité, c'était vraiment une occasion à ne pas rater. Et puis un jour, les ennuis commencent. Tout se déglingue peu à peu. Santé, morale et physique, travail, vie privée. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous n'êtes plus la même. Et puis peu à peu, votre vie bascule et vous n'y comprenez rien. Et si c'était cette bague? Si ce bijou avait conservé la trace maléfique d'un drame passé? C'est tout le mystère de l'histoire de Babette Muselli, l'histoire du bijou maudit que vous allez découvrir ce soir dans Mystère, mais avec bien sûr beaucoup d'autres histoires tout aussi troublantes. En voici, comme à l'accoutumée, un rapide aperçu en quelques images. Il y a 50 ans, un drame s'est déroulé dans cette belle demeure de Touraine. Et si c'était l'explication des phénomènes étranges que vivent ces nouveaux propriétaires? Ils parviendront cependant à pacifier ces vieux murs. Un bijou acheté sur un coup de cœur par une jeune femme en pleine forme. Une vie sans histoire qui bascule dans le cauchemar. Et si c'était cette bague qui avait empoisonné l'existence de Babette? Au cœur des Cévennes, là où se dressent les dents du diable, rien n'est comme ailleurs. Depuis des siècles, d'étranges manifestations qui demeurent inexpliquées perturbent cette région désolée. Le triangle des Bermudes, entré dans la légende lors de la disparition en décembre le vol 19, pour certains, ce serait l'endroit d'où l'on disparaît pour passer dans un monde parallèle. Et enfin, l'OVNI de Trans-en-Provence, une première mondiale, l'affaire qui a tout changé dans l'approche du phénomène par les officiels, le dossier qui interpelle le plus la communauté scientifique. Et ça n'est pas tout, le rendez-vous de l'actualité de Mystère, bien sûr, le journal de Marielle Fournier à la fin de cette émission. Bonsoir Marielle. Bonsoir. Le journal de Marielle Fournier avec un reportage tout à fait d'actualité, puisqu'il concerne la situation dans l'ex-Yougoslavie. C'est un reportage sur ce que l'on peut appeler cet îlot de paix quasiment miraculeuse à Medjugorje, en pleine Bosnie, c'est-à-dire en plein enfer de cette guerre entre Serbes et Croates. Et puis ce soir, une invitée surprise qui va nous rejoindre tout de suite, c'est Sheila. Bonsoir Sheila. Bonsoir. Sheila qui est parmi nous, et j'imagine que tous les amateurs de cette émission le savent, parce qu'elle a vécu elle-même des expériences spirituelles qu'elle relate dans un livre qu'elle vient de publier qui s'appelle Chemin de lumière. Elle sera donc à mes côtés jusqu'à la fin de cette émission pour questionner nos invités, pour témoigner aussi de ces expériences. C'est un livre, Sheila, qui est plein d'optimisme, c'est une leçon de vie, et à le lire, j'imagine que cette lumière, finalement, vous l'avez trouvée. Oui, je ne vais pas dire que je me sens mal, parce que c'est vrai que je me sens très très bien. Oui, c'est vrai que c'est un livre optimiste, parce que je crois que tout le monde a son chemin, il y a des milliers de chemins, et c'est vrai que quand on les découvre, quand on commence à les entrevoir, à chercher, à comprendre, ben, tout ça nous amène à une vie extraordinaire, maintenant, aujourd'hui, sur cette terre, et puis après, donc pourquoi ne pas partager tout ça avec tout le monde? Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est vous présenter d'autres disparus, d'autres esprits, mais qui sont alors véritablement des âmes en peine. Ce sont des gens qui ont connu un destin tragique. Et c'est l'histoire de la maison qui n'oublie pas. D'accord. Depuis plus de 5000 ans, de par le monde, des témoins affirment avoir vu des fantômes. Des âmes qui n'ont pu trouver le repos hanteraient les lieux où elles séjournaient de leur vivant et viendraient troubler nos nuits.
Avant qu'il m'arrive d'être confronté à ce phénomène, je n'avais jamais rien lu d'important là-dessus, des articles de journaux, des choses comme ça. J'avais écouté quelques émissions de radio, quelques émissions de télé, mais rien de bien précis. Je ne m'étais pas préoccupé de ce genre de manifestations. Avant d'y être moi-même confronté, avant de les vivre moi-même, non. Des lieux qui ont été marqués, des lieux qui ont été le théâtre d'événements violents ou très graves, peuvent peut-être par un phénomène d'onde avoir gardé une mémoire, très certainement. Et peut-être cette mémoire peut se retraduire par une image. Certaines demeures, certains lieux garderaient-ils la mémoire du passé? La famille Burgel en est maintenant persuadée. C'est en 1987 que Josiane Burgel fait découvrir à son mari une magnifique maison qu'elle vient de visiter. C'est celle-là. Alors tu vois, déjà d'ici elle paraît grande, mais alors dès que tu arrives à l'intérieur, c'est formidable. Il y a un grand vestibule, j'ai dit maintenant que tu peux faire ton bureau. Il y a un salon avec un... Tout de suite, Patrick Burgel se sent attiré par la maison et le parc. Et en même temps, il ressent une impression bizarre. Ma femme avait visité cette maison et avait eu le coup de foudre, et quand j'ai voulu la visiter, les propriétaires étaient partis en voyage. Je l'ai donc découvert du haut des remparts du château de Montbazon, dans sa totalité, la maison et le parc, et là j'ai eu une espèce de malaise, une espèce d'ivresse. La maison m'appelait, me disait « Viens, je t'attends, tu as quelque chose à faire ici. » Alors? Achetons-la. Et tu l'as pas visité? C'est pas la peine. Josiane a emménagé dans la maison pendant que Patrick, qui est comédien, était en tournage. Il va donc découvrir la demeure pour la première fois. Ah, je le savais. La famille est installée depuis quelques jours et c'est avec fierté et enthousiasme qu'ils lui font visiter ce merveilleux endroit. Attendez que je regarde. Papa, viens. Les Burgel ont enfin trouvé la maison de leurs rêves et ils ne se doutent pas de l'épreuve terrible qui les attend. La vie peut basculer sans qu'on s'y attende, sans qu'on soit préparé. Notre vie peut basculer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, qu'il faut apprendre à maîtriser, qu'il faut apprendre à connaître. Quel lourd secret cache les murs de cette demeure? Une nuit, Rebecca, la seconde fille des Burgel, est perturbée dans son sommeil. Des voix semblent l'appeler, semblent vouloir la réveiller. Et tout à coup, une force invisible s'attaque à elle, comme si elle voulait prendre possession de son corps. Jamais l'adolescente n'avait ressenti une telle violence. Ce n'est pas un cauchemar. Rebecca lutte de toutes ses forces. Paniquée, elle parvient à se dégager et se précipite dans la chambre de ses parents. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y avait quelqu'un dans la chambre. J'avais vraiment l'impression qu'il voulait entrer en moi et prendre mon corps, en fait. C'était prendre mon enveloppe charnelle. C'était surtout ça. Donc à ce moment-là, moi, je mourrais. En fait, tout ce qui était intelligence, mourait. Donc moi, évidemment, j'ai lutté. J'ai vraiment eu l'impression de lutter. Je priais comme une folle. Je disais, mais vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Et c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Les phénomènes étranges ne font que commencer. La mère de Patrick est venue passer quelques jours chez son fils. Dès le premier matin, elle est réveillée par une étrange sensation. Quelqu'un l'observe. Une petite fille barbouillée de confiture est assise au pied du lit. Est-ce un rêve? Madame Burgel ne le croit pas. Elle est bien éveillée. Et la fillette apparaît mystérieusement tous les matins. Depuis qu'il habite dans cette maison, Patrick est matinal. Il aime bien se lever tôt et profiter de la maison pendant que tout le monde dort encore. Il ne se doute pas que ce matin-là, sa famille va lui faire d'étranges révélations. Josiane, elle aussi, va être tirée de son sommeil par une mystérieuse apparition qui va la bouleverser.
qu'il y a comme ça un fantôme, donc une silhouette, un personnage qui tout d'un coup surgit et hop, disparaît. Mais c'est plus que ça, c'est toute une atmosphère. Hein. J'aurais presque pu la toucher. Elle était vraiment en relief, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas une image, c'était une petite fille là, en chair et en os. J'étais très très émue après. Ça fait plusieurs jours qu'elle est sur le pied de mon... Pendant ce temps-là, la mère de Patrick lui raconte que tous les matins, une petite fille apparaît dans sa chambre. Il ne prend pas cela très au sérieux et essaie de la rassurer. Et à ce moment-là, Josiane entre dans la cuisine. Tu sais, chérie, ce que me raconte maman, elle me dit qu'elle voit tous les matins une petite fille au bord de son lit. Je n'osais pas te l'avouer, mais ça fait 3 fois que je vois quelque chose au pied de mon lit, une forme, une jeune femme. Alors là, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que c'est que cette maison qu'on a achetée? Bon, il s'est passé peut-être une journée ou 2, je ne sais plus. Et puis un soir, vers 11h, je n'arrivais pas à dormir, je rallume ma lampe de chevet, mon épouse ne dormait pas non plus, je lui dis, dis donc, j'ai acheté un roman policier ce matin, où est-ce que je l'ai mis? Elle me dit, sur la table du salon. Patrick descend au salon, et lorsqu'il y pénètre, il est soudain confronté à un phénomène extraordinaire. Il n'y a plus de doute, la maison est hantée. Cet homme avait le visage complètement mangé par une barbe de 8 jours. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est son regard. Il avait un regard entièrement de détresse. C'était une tristesse infinie qui, en une seconde, puisque cette vision n'a duré peut-être qu'une seconde, pas plus, m'a complètement bouleversé. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, des voisins, à des gens âgés, des vieux Montbazonnais. C'est en parlant avec l'une de ses voisines qu'il apprend qu'un drame terrible a eu lieu dans cette propriété. En 1942, pendant l'occupation, les Allemands avaient réquisitionné la maison pour y installer la commande en taux. Les SS avaient eu connaissance d'un réseau de résistance qui aidait les Juifs à passer en zone libre. La maison servait d'étape de transit. Cette même nuit, la maison fut mise à sac car les Allemands voulaient des noms. Il fallait trouver qui avait aidé de nombreuses familles portant l'étoile jaune à s'échapper vers la liberté. Ce soir-là, une famille juive n'a pu être avertie à temps. Je crois que c'est ici. Tu crois? J'ai pas eu ça. Ça va, Sarah? Ja, was wollen Sie? Toute la nuit, les voisins entendront des cris terribles. Vous avez tort de ne pas parler, monsieur Rosensky. Les fantômes qu'ont vus les Burgel sont-ils ces 3 personnes qui ont trouvé la mort durant cette horrible nuit de 1942? Vous avez tort. Patrick ne parvient pas à oublier ce que lui a raconté la voisine. Chaque soir, il a pris l'habitude de s'asseoir sur le canapé, attendant de revoir l'homme triste qu'il a aperçu à cette même place. Il est obsédé par son visage et s'identifie de plus en plus à lui. Qui vous a donné l'adresse de la maison? Dans son rêve,
C'est Patrick qui est confronté au SS. Comme l'homme au visage triste, il est torturé. On lui demande des noms. Qui vous a donné l'adresse? Je vous emmerde. Puis l'instant d'après, on le précipite en bas d'un escalier. Je me suis dit, cette cave, c'est ma cave. Dans le fond, on n'avait pas été y faire un tour parce que c'était tout un bric-à-brac de choses cassées. La première chose que j'ai fait le lendemain, j'y suis descendu. Mais il n'y avait pas un truc intact. C'était des morceaux, c'était des bras de fauteuil, des dossiers de chaises, et j'ai quand même été fouillé là-dedans. Et là, Patrick va faire une découverte étonnante. Une vieille mallette contenant un chandelier à 7 branches et un livre de prière hébraïque. Dans ce livre, une carte avec une adresse à Paris et un nom, Shlomo Rosinski. Patrick s'est rendu à l'adresse indiquée, et c'est avec émotion qu'il a appris que Shlomo Rosinski était toujours en vie. Le vieillard est bouleversé. Il reconnaît le chandelier, la menorah qu'il avait offert à son neveu Simon avant la guerre. Alors il a pris la menorah et il me dit, et vous savez, cette menorah, elle est depuis des siècles dans ma famille. On se l'est transmise de fils en fils, de fils aîné en fils aîné. Shlomo se souvient qu'il avait offert la menorah à Simon quand il avait 13 ans. Il l'avait donc emporté avec lui lorsqu'il essayait de passer en zone libre avec sa femme et sa fille. Après la guerre, Shlomo a essayé de retrouver son neveu, mais personne n'avait eu de ses nouvelles depuis 1942. On perdait sa trace à Montbazon. Quand le vieillard a appris que Patrick avait été élevé dans la religion juive, il lui a donné le chandelier à une condition: allumer les bougies à chaque fête juive pour que les âmes de Simon et de sa famille puissent trouver la paix et les chemins de l'éternité. Au fil des mois, Patrick n'a pas failli à son devoir. Peut-être ses prières allaient-elles aider Simon. J'étais celui qu'ils avaient décidé d'investir de la mission. Et finalement, je crois que quand du haut des remparts, j'ai senti que la maison m'appelait, à travers la maison, c'était surtout cette famille juive qui m'appelait. Il fallait qu'on vienne dans cette maison, ça c'est évident. C'est évident, oui. Et nous, c'était une expérience difficile, mais qui nous a ouvert en fait sur des tas de choses. Et je crois que ça nous a rendus plus tolérants. Le temps a passé et les fantômes se sont fait de plus en plus rares. Puis un jour, Patrick a eu la certitude qu'il n'avait pas prié en vain. Pour la première fois, les fantômes lui apparaissent dans le jardin. Il semble s'éloigner de la maison et la fillette lui dit adieu en souriant. Il ne les reverra plus jamais. Patrick a-t-il vraiment aidé Simon et sa famille à trouver le repos éternel? À mes côtés, ceux de Sheila, qui, je vous le rappelle, restent avec nous jusqu'à la fin de cette émission, le prince Michel de Grèce, familier des phénomènes paranormaux et des esprits. Joachim Boufflet, que les téléspectateurs de Mystère reconnaissent peut-être, puisqu'il était venu en tant qu'auteur d'une anthologie sur les phénomènes mystiques nous parler de Sœur Yvonne Aimée de Jésus, mais qui s'intéresse aussi aux fantômes. Et puis lui, vous le reconnaissez, Patrick Burgel, à qui cette histoire absolument fantastique est arrivée. Dites-moi, Patrick Burgel, ils ne sont jamais revenus vous visiter depuis? Écoutez, d'abord je voudrais dire que je suis bouleversé parce que j'avais fait les descriptions. Moi je n'étais pas là quand ils ont tourné, j'en ai la voix cassée tellement je suis ému. Moi je tournais avec Josiane Balasco, quelque chose de beaucoup plus drôle. Ouais. Et là je découvre ensuite l'émotion de la femme de ma vie et ça me bouleverse. Ils ne sont pas revenus, mais je dois dire qu'à plusieurs reprises pendant le tournage, il y a eu des manifestations. Il faut vous dire que Montbazon a été un site où il y a eu beaucoup de massacres
Surtout au Moyen-Âge, il y avait un seigneur à Montbazon qui s'appelait Fulkenera, qui était un monstre épouvantable, qui adorait... Son grand passe-temps, c'était d'achever les blessés sur les champs de bataille. Donc évidemment, les lieux sont considérablement habités. Et on a eu, à la fin du tournage, après la fin du tournage, beaucoup de manifestations, portes qui claquent, bruit de pas, etc. etc. Je dois dire une chose, c'est que j'ai fait aussi appel à un grand radiesthésiste qui a fait un travail énorme puisqu'il est resté 4 jours et qui m'a dit c'est épouvantable les souffrances qu'il y a eu dans cette maison. Vous avez eu affaire à quelques fantômes, mais on le disait tout à l'heure, ils étaient beaucoup plus drôles que ça, parce que votre général musicien, c'était quand même une chance. Oui, moi j'ai eu la chance de tomber sur un général. Bon, j'ai trouvé cette histoire justement en faisant comme vous, en cherchant et en étant très surprise par une tache qui était marquée sur les tomates dans une maison ancienne. Et c'est vrai que moi, ce général, bon, il marchait, il était là, il claquait les portes, il éteignait les lumières, il jouait régulièrement du piano. Mais moi, j'avoue que moi, j'ai eu la chance d'être entouré, parce que je considère qu'il était là, de quelqu'un qui au contraire était très content d'être là, quoi. C'était sa maison, si vous voulez. J'ai eu la sensation, j'ai eu la sensation de venir dans sa maison, d'être l'invité de la maison du général, voilà. Nous avons avec nous un spécialiste, si j'ose dire, le prince Michel de Grèce, spécialiste de nombreux phénomènes paranormaux, familier de tout cela. Est-ce que vous avez des fantômes chez vous? Je crois que je les fais fuir. Pourquoi? Je crois que si on est trop familier avec eux et si on travaille dans un certain domaine spirituel, il est possible de les faire sortir d'une pièce. Mais je voulais dire une chose. Bon, je vois ce film ce soir. Oui. Je ne connaissais pas l'histoire. J'ai été très profondément bouleversé. J'ai eu l'impression d'être dans cette maison. Et je dois vous dire, monsieur, pardonnez-moi, mais je ne crois pas que c'est fini. Moi, j'espère que si. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'un travail considérable a été fait de libération. J'ai l'impression qu'il faut encore faire travailler dessus. C'est fort possible puisque j'ai vu la photo de la maison avant l'émission. On a eu des manifestations. Tout de même, je trouve que c'est très fort et il y a un contraste entre deux directions. Ces gens étaient des gens de bien. Ces gens étaient bons, charitables, généreux. Donc tout ce qu'ils ont dégagé toute leur vie et eux-mêmes les attire vers l'éternité pour être libérés, n'est-ce pas? C'est évident. Absolument. Mais la somme de souffrance et de violence qui s'est passée dans ce lieu qu'on sent à voir la photo, n'est-ce pas? C'est tellement épouvantable, ils ont tellement subi que ça les retient encore à mon avis. Vous pouvez nous parler un petit peu de vos fantômes à vous? J'en ai trouvé un, mais c'est moins tragique. Enfin, c'est assez tragique, mais c'est moins. Vous partagez avec Sheila de fréquenter des fantômes comiques? Non, mais j'ai sorti un livre récemment qui s'appelle La Bouboulina, qui est sur une héroïne grecque. Et le point capital et crucial des recherches, c'est que personne ne savait, elle est morte dans l'île de Spetses, qui est une île grecque, et personne ne savait dans quelle maison elle avait été assassinée. Eh bien, c'est elle qui me l'a fait trouver. J'étais vraiment désespéré, je lui ai dit, écoutez, vraiment, je n'arrive plus à savoir, maintenant j'écris sur vous, maintenant vous allez me mener à la maison. Bon. Et je suis parti, il y avait plusieurs personnes avec moi, je ne sais pas très bien, j'ai abouti devant une maison qui était en réparation. C'est son fantôme qui vous l'a dit? Je l'ai poussé, presque traîné. Oui. Et bon, j'ai dit à qui à cette maison. Donc vous communiquez avec eux? Oui, ils communiquent avec moi. Oui. C'est différent. C'est eux qui décident. Je pense que oui. Et j'ai demandé, après j'ai fait des recherches et c'était en effet la maison. Est-ce que vous savez donc qui ils étaient de leur vivant et pourquoi ils sont chez vous donc? Pas toujours, mais on peut faire Vous savez, je crois qu'on peut communiquer avec les fantômes, non pas pour le plaisir uniquement de raconter une belle histoire ou intéressante ou terrifiante, mais je pense qu'on a pouvoir ou possibilité uniquement dans un but. C'est-à-dire qu'ils communiquent avec vous ou vous pouvez les rencontrer parce que vous avez quelque chose à faire pour eux par la prière ou par un moyen semblable. Je pense également qu'il y a un élément très important dans cette histoire, c'est la découverte des objets cultuels de cette bar mitzvah. Et peut-être est-ce la première étape, il fallait que ces objets soient restitués à leur propriétaire. Et c'est un peu dans ce sens que j'interprète cette intervention des fantômes. Un fantôme, c'est une personne défunte qui communique surnaturellement avec les vivants. Mais peut-être ce qui a été vu n'est pas un état actuel dans lequel ils se trouvent. C'est peut-être leur histoire qui a été montrée. Mais on ne sait pas ce qu'ils sont et où ils sont maintenant. Il y a une question quand même qui se pose, Joachim Boufflet. On a le sentiment
qu'il y a fantômes, entités, esprits, enfin qui demeurent dans les lieux où il y a eu des choses tragiques et beaucoup de douleurs et de souffrances, uniquement justement quand il y a drame. Il faut qu'il y ait un drame pour qu'il y ait des âmes en peine. Très souvent, mais pas nécessairement, parce que vous avez quand même des interventions d'un autre ordre, qui sont aussi des interventions de défunts. Je pense, dans la religion catholique, à des apparitions de saints, donc de personnes qui sont dans la gloire, dans le bonheur, par définition, et qui apparaissent à des personnes vivantes ici-bas, et qui ont aussi une communication. Et je crois que c'est le même phénomène, en fait. Quand on est le témoin d'apparitions de ce genre, dans une maison, c'est-à-dire des apparitions plutôt angoissantes, je ne parle pas du général musicien de Sheila, qui avait l'air d'être un comique, qu'est-ce qu'il convient de faire pour eux à ce moment-là? Il faut d'abord bien prendre conscience que ce sont des âmes en peine, et il n'y a qu'une chose à faire, c'est quoi? C'est la prière. Moi, je dirais, si vous me permettez... Mais je vous en prie, au contraire, j'ai besoin de conseils là-dessus. La première chose, c'est de ne pas avoir peur. Je crois que c'est essentiel. Et il ne faut pas... Cet obsédant, si vous voulez, je me suis très vite habitué. Parce qu'au fond, finalement, vous aurez toujours le plus fort. Parce que si on entre dans un domaine spirituel, y compris quelque dieu que ça soit, je veux dire, le vôtre, le mien, je crois que c'est toujours positif. Et c'est la seule façon, non seulement de se protéger contre eux, mais aussi de les aider et de les faire partir. Ce qui est curieux quand même, c'est que ces phénomènes sont apparus quand moi, premier juif à habiter la maison, qui a 100 ans, plus de 100 ans cette maison, j'ai planté ma mezouza sur le chambranle de la porte, qui est le signe de Dieu sur la porte de la maison, quoi, je veux dire. Les précédents propriétaires, ceux d'avant et ceux d'avant, étaient des catholiques. Ouais. Patrick Burgel, il faudra nous dire si ce que disait Michel de Grèce tout à l'heure se réalise. Il pensait que vous n'en aviez pas terminé avec cette affaire. Reverrez-vous un jour Simon, son épouse et sa fille. Bon, messieurs, je vous remercie, et Mystère continue toujours d'ailleurs avec la mémoire des choses. Et s'il n'y avait pas que les murs des vieilles maisons capables de garder les traces du passé, si les objets eux aussi avaient une mémoire et étaient capables de garder les traces positives ou négatives d'ailleurs de ceux qui les ont possédés. C'est tout le mystère de l'histoire que voici, l'histoire du bijou maudit. De tout temps, les bijoux ont provoqué passion et convoitise. Certains porteraient bonheur, d'autres, au contraire, seraient maléfiques. Il y a des objets très mystérieux et des objets qui vous rendent mal à l'aise. Les objets ont une certaine âme, les objets ont une vie et ils ont aussi une mort. Certains ont une mort. C'est en achetant cette bague ancienne que Babette Musselli va découvrir que les bijoux ont peut-être une âme. Malgré le prix élevé du bijou, Babette ne peut résister. Elle est ravie et sans attendre, elle glisse à son doigt l'améthyste serti de brillant. J'ai acheté ma bague début septembre. Les problèmes ont commencé à peu près 15 jours, 15 jours à 3 semaines après. J'ai pas regardé. Hein. Alors là, j'ai commencé à avoir des problèmes dans mon travail. Rien ne se passait comme je voulais que ça se passe parce que j'étais responsable des relations publiques et de l'organisation des réceptions. Pourtant, jusqu'à ce jour, tout allait bien dans la vie de Babette. Mais maintenant, elle est souvent prise de frayeurs inexplicables. Quand elle est seule, elle ressent un profond malaise et éprouve en permanence la sensation d'être suivie. Que se passe-t-il? Elle sent un fluide glacé sur sa nuque et des coups de poing lui martèlent la poitrine. Charles, le mari de Babette, est barman. Comme d'habitude, il rentre très tard de son travail. Mais maintenant, Babette ne supporte plus ces longues heures d'attente. Charles fait preuve de patience, mais il ne parvient pas à comprendre ce changement brutal d'attitude. Babette semble à bout de nerfs. Elle est intransigeante, agressive. Charles est inquiet. La grossesse serait-elle à l'origine de ces tensions? Une femme enceinte peut avoir un comportement psychologique complètement différent à partir du 4e mois de grossesse, qui peut entraîner des troubles très importants vis-à-vis de l'entourage, en particulier un rejet du mari, que ce soit physique ou moral, et un rejet de tous les proches. Il se passe aussi d'autres transformations étranges dans l'environnement de Babette.
Ces plantes, dont elle est si fière et qu'elle soigne avec tant d'attention, se mettent à mourir soudainement. Oui, il y a 3 jours. Et regarde l'autre. J'avais dans l'appartement des plantes vertes dont je m'occupais bien. Enfin, j'avais la main verte, comme on dit. Et toutes ces plantes mouraient. On aurait dit qu'elles subissaient le malaise de ma femme, de Babette. Babette arrive enfin au terme de sa grossesse. Ce sont les premières douleurs. Charles décide de l'emmener à la clinique. Avant de partir, Babette prend soin de retirer tous ses bijoux. Mais son majeur a bizarrement enflé pendant la nuit et elle a quelques difficultés à ôter sa bague. Babette met au monde une petite fille prénommée Alexandra. L'accouchement s'est bien déroulé et Babette est touchée de l'attention et de la tendresse que manifeste Charles. Sont-ils enfin sortis du cauchemar qu'ils vivent depuis plusieurs mois? Depuis la naissance d'Alexandra, Babette semble en effet aller beaucoup mieux. Le couple a retrouvé son harmonie d'antan et quelques semaines plus tard, Babette reprend avec joie son travail. Pourtant, dès son arrivée au restaurant, Babette sent à nouveau la tension monter. Elle ne parvient pas à contenir son agressivité. Elle veut tout faire elle-même, tout le monde l'exaspère. C'est avec effarement que ses collègues assistent impuissants à cette frénésie. Qu'est-ce qui se passe ici? Le directeur est obligé d'intervenir et de la calmer. Mais l'étrange comportement de Babette va persister pendant plusieurs semaines et il est question de la licencier. Je vais prendre des sanctions contre vous. C'était un changement total de la personnalité. C'était vraiment de quelqu'un de très souriant qu'on connaît et de très gai. C'était devenu quelqu'un effectivement un peu triste et odieux surtout. C'est un changement total même dans le regard, je veux dire, de tout. Cela fait maintenant des mois que Babette passe ainsi de l'hystérie à l'abattement. Un soir, un ami de longue date, Jean-Luc, remarque qu'elle semble préoccupée et il la questionne. Avec Charles, on se lave constamment. Et puis, c'est violent. Et puis, au bureau, il y a des conflits. Jean-Luc croit reconnaître ce que lui dit Babette et lui donne un conseil. Au cours de ce dîner, je ne reconnaissais absolument plus Babette et j'ai trouvé une certaine analogie entre son comportement et le comportement de personnes dites un peu possédées que j'avais pu étudier dans certains livres. Et l'idée est venue à ce moment-là de la présenter à M. Deladé. Babette est sceptique. Elle préfère consulter son médecin, mais elle ne va pas bien. Elle se résout, malgré ses réticences, à prendre rendez-vous chez le médium Serge Deladé. Décontractez-vous un petit peu, je vous sens assez nerveuse. Enlevez votre montre, s'il vous plaît, posez-la sur le bureau. Dès cette première consultation, Serge sent quelque chose de maléfique qui émane de Babette. Sortir les éléments les plus importants. À partir du moment où je me suis occupé de ma mucélie en consultation, j'ai senti une oppression, comme si je manquais de respiration. Et non pas parce que Madame Mucélie était nerveuse, mais simplement parce que je sentais quelque chose, une sorte de présence, de présence négative, d'angoisse. Donnez-moi votre main. Il y a longtemps que vous portez cette bague? Oui, il y a quelques mois. C'est cette bague qui vous apporte la poisse. Je crois que la meilleure des solutions pour vous, c'est de vous débarrasser de cette bague. Mais pas d'autre solution. Il faut la détruire. Je me trouvais ça un peu gros. Je suis rentrée chez moi et sont apparus des phénomènes un petit peu bizarres et, je dois dire, angoissants. Ce soir-là, Babette est seule dans l'appartement, quand soudain... J'étais en train de me maquiller. Et je sentais comme quelque chose derrière moi. Vous savez, comme quelqu'un qui vous frôle ou quelqu'un qui... Je sentais vraiment une présence. Je n'ai encore pas dans le dos. Quand tout d'un coup, j'ai vu derrière moi comme une silhouette, comme une figure de femme. Là, vous savez, ça surprend. Vous vous demandez... alors, je me suis retournée pour voir si cette personne était là, si vous voulez, le réflexe quand vous voyez ça. Rien. Rien du tout. La silhouette, la tête, la personne est partie. Depuis quelque temps, le sommeil de Babette est très perturbé.
Elle se réveille en proie à des crises d'angoisse de plus en plus fortes. Chaque nuit, elle entend maintenant des bruits de pas dans l'appartement. Elle est totalement obsédée par la vision de cette femme qui est apparue dans le miroir de la salle de bain. À plusieurs reprises, elle se lève et visite chaque pièce pour vérifier qu'il n'y a personne. Et pourtant, Babette continue de sentir cette présence oppressante. L'appartement semble vide, mais Babette sait que l'inconnu est là. Paniquée, Babette va téléphoner au médium. Écoutez, vous savez ce que je vous ai dit l'autre jour, de toute façon la situation est dramatique pour vous. Hein. Il faut absolument vous débarrasser de cette bague parce que... Babette finit par céder. Ses difficultés ont en effet commencé dès qu'elle a acheté cette bague. Il lui faut donc se séparer du bijou. Mais ce matin-là, son doigt est tellement enflé qu'elle est obligée d'aller chez un bijoutier pour qu'il la lui retire. Non, pas du tout. C'est un appareil spécial pour couper les bagues, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est parfait. Vous pouvez pas savoir comme ça me soulage. Mais Babette sait que cela ne suffit pas. Le médium doit maintenant l'aider à se dégager des ondes négatives qui l'emprisonnent. Vous avez des ondes qui sont très négatives autour de vous. Vous avez pris votre décision, nous allons agir. Vous et moi. Ce jour-là, nous avons travaillé, elle et moi, afin de la dégager de toutes les ondes négatives qu'elle avait sur elle. Ça a été assez dur, assez pénible pour elle, car elle avait beaucoup de mal à se décontracter. Vous avez un aura qui est très négatif en ce moment. Ouvrez les yeux. J'ai demandé à Babette de me confier ce bijou afin de travailler. Donc je l'ai conservé et j'ai fait une séance de psychométrie sur ce bijou. C'est-à-dire j'ai fait de la voyance sur le bijou. Et le bijou m'a raconté son histoire. Son ancienne propriétaire avait été une femme de 49 ans, belle, élégante, une dame très mondaine, qui était morte d'un cancer du sein après des années de souffrance dans un lit d'hôpital, qu'elle avait été d'une certaine manière négligée par ses enfants et plus ou moins rejetée par son mari, et que pendant des années, ce bijou s'était imprégné de toutes les ondes négatives que cette femme avait pu ressentir, et je me suis incorporé dans la personnalité de cette femme. J'ai ressenti exactement ce que ressentait cette personne. J'ai eu une douleur au côté gauche, l'impression d'un coup de couteau. Mon esprit se baladait dans de longs couloirs d'hôpitaux, dans une rue. Je voyais d'une façon assez distincte une façade d'immeuble. Je savais exactement où j'étais, c'est-à-dire que j'ai reconnu, parce que vraiment je l'ai reconnu, j'ai reconnu le quartier et j'ai reconnu une église qui pouvait me servir de point de ralliement. C'est-à-dire que Babette est en train de revivre à quelques années de distance ce qu'avait vécu la première propriétaire du bijou. Si la personne est en bonne santé, pleine de dynamisme, elle va, lorsqu'elle acquiert un objet, projeter de nouvelles significations qui vont neutraliser ce qui a été projeté par l'ancienne propriétaire. Si au contraire on a une personne malade et dépressive, eh bien, ou instable, ou fragilisée parce qu'elle a une grossesse, eh bien, cette personne ne pourra pas forcément neutraliser ses énergies passées. Et là, on a un bijou qui devient maléfique, comme dans le cas de Babette. Intrigué, Serge décide de mener une enquête pour vérifier la réalité de sa voyance. Il se rend à l'église qu'il a identifiée dans sa vision, et là, il reconnaît l'immeuble. Il va interroger la concierge. Monsieur Deladé est venu me voir en demandant pour une dame qui habitait au deuxième étage. Cette dame a été décédée, ça faisait pas longtemps, parce qu'elle avait vraiment très souffert, parce qu'elle avait le cancer dans le sang. Et elle avait 2 filles et un mari. Mais le mari, c'est-à-dire qu'elle était enceinte souvent, et ses enfants aussi. C'est-à-dire que cette dame, elle n'était pas tellement bien dans sa peau, parce qu'elle n'avait pas tellement de famille autour d'elle. C'est très grave. Il faut la détruire le plus vite possible. Vous n'avez pas d'autre solution. Si j'ai pas le choix.
J'avais l'impression qu'il dégageait quelque chose de ses mains, si vous voulez. Et d'un seul coup, ces fameux coups de poing que j'avais l'impression de recevoir quand j'étais en promenade, d'un seul coup, j'ai eu une douleur qui est partie. J'ai l'impression qu'on me retirait quelque chose de la poitrine. Qui est partie, je me suis mise à respirer beaucoup plus calmement. Et après, bon, ça a été terminé. C'était une libération et la somme que représentait ce bijou, il n'était rien par rapport à ce que j'ai retrouvé par la suite, hein. L'harmonie que nous avons retrouvée ensemble. La bague est brisée, mais il y a encore une étape à franchir pour que Babette soit totalement libérée. Il faut procéder à une ultime séance, et c'est selon un rite précis que toute la souffrance dont est chargé le bijou va enfin disparaître. Babette disparaisse, et sa famille et son... Le soleil est revenu à la maison. Je peux vous assurer que ça a fait du bien. Et après, dans mon travail, tout s'est amélioré et j'ai vraiment plus eu aucun problème. Donc c'était vraiment cette bague qui avait des ondes négatives et qui m'empoisonnait la vie. La légende des bijoux maudits serait-elle quelquefois vraie? Et certains objets inanimés auraient-ils donc une âme? Nos invités, Sheila, pour essayer d'y voir un peu plus clair: Christine Hardy, psychologue et sociologue, docteur en sciences humaines. Jean-Pierre Bayard, à la fois docteur ès-lettres, spécialiste du symbolisme traditionnel et en même temps ingénieur de travaux publics. C'est un titre d'ailleurs que vous avez écrit sans doute sur les cathédrales. Et puis vous le reconnaissez, Serge Deladé, l'homme qui est venu au secours de Babette Muselli. Serge Deladé, vous le dites là, mais ça semble tellement incroyable. Qu'est-ce que vous avez ressenti physiquement la première fois que vous avez vu Babette? Une répulsion. Et vous avez tout de suite vu que c'était la bague? De suite. Alors, vous avez vraiment le sentiment de toucher un serpent. À ce point-là? Oui. Est-ce que le travail auquel vous vous êtes livré sur cette bague, tout médium que vous êtes, comportait un risque pour vous? Il y a des risques. J'ai eu des problèmes par la suite. Branchez votre micro, s'il vous plaît. J'ai eu des problèmes par la suite. Vous avez partagé en quelque sorte la souffrance de Babette? D'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai provoqué une situation qui m'a laissé des séquelles. Vous libérez maintenant, j'imagine. C'est-à-dire que j'ai eu très mal au bras gauche d'ailleurs. J'ai eu des problèmes d'insomnie, quelques problèmes d'angoisse personnelle alors que je n'avais aucune raison. C'est-à-dire que vous vous imprégnez des souffrances de quelqu'un et il vous reste toujours quelque chose. Christine Hardy, vous étudiez ça en observateur, vous cherchez à comprendre s'il y a des théories qui peuvent expliquer tout ça. Comment peut-on expliquer qu'un objet puisse être chargé à ce point? Oui, écoutez, je crois que le cas de Babette nous étonne parce qu'on ne prend pas conscience d'une interrelation extrêmement profonde entre l'homme, entre l'être humain et les objets et l'environnement. Il me semble que nous projetons sur les objets des sentiments, des états d'âme, et que quelque part dans l'objet s'inscrivent ces informations. Et je pense que si l'information peut vraiment s'inscrire dans un objet, c'est parce que l'objet, quelque part, est changé. Il a besoin d'être modifié pour que l'information puisse s'inscrire. Sheila, vous croyez, vous, au pouvoir bénéfique ou maléfique d'ailleurs des objets du passé? Bien sûr, moi je pense qu'il y a des objets qui sont chargés, mais ne serait-ce que des objets qui sont par exemple des objets de bois, qui sont fabriqués par des gens sans le savoir, on met des ondes à l'intérieur. Enfin bon, je parle de ma propre expérience. Par exemple, moi je suis partie en Indonésie, j'ai fait un très joli voyage et j'avais très envie de me ramener une tête de Bouddha. Donc j'ai choisi mon Bouddha, j'ai fait ça avec beaucoup d'amour, je l'ai cherché, etc. J'ai ramené mon Bouddha à la maison et c'est vrai que bon, je l'ai mis dans le salon. Et depuis qu'il était là, je ne sais pas, il y avait une espèce de tension qui n'existait pas auparavant, et qui était là, qui était latente, et on ne savait pas pourquoi, on ne comprenait pas d'où ça venait. Pourtant, un Bouddha, représentation d'une divinité, devrait être bénéfique. Oui, exactement. Mais je veux dire, ce Bouddha était un Bouddha qui, a priori, projetait des ondes qui étaient des ondes négatives. Simplement parce que je l'avais mis contre un mur, et que le mur reflétait les ondes, renvoyait les ondes dans la pièce. Donc on m'a expliqué ça parce que bien évidemment je suis incapable de vous dire comment ça marche. Alors vous l'avez changé de place? Je l'ai changé de place, je l'ai mis parce que j'adore mon Bouddha, mais je l'ai mis dans mon jardin, auquel cas il disperse les ondes dans le jardin, ça n'a aucune importance. Bon, Serge Deladé est avec nous et vraiment je le remercie pour son courage puisqu'il a accepté de se livrer
à une tentative de psychométrie, c'est-à-dire de voyance sur le passé. Alors, Serge Deladé, j'ai là plusieurs objets. Je vais vous en passer un. Évidemment, c'est pas être voyant que de dire que c'est une montre, ça se voit. Mais maintenant, je voudrais vous laisser essayer de raconter à la lecture de cet objet, peut-être d'où il vient, qui il a appartenu, son passé, etc. Voici le deuxième. Voici le troisième, mais je pense que vous allez faire ces expériences successivement, pas simultanément. Nous nous sommes déjà livrés d'un mystère, une expérience de ce genre avec Maud Christen, et j'avoue qu'elle ne procédait pas de la même façon. Elle était très belle. Hein. Sa lecture du mur de Berlin était extraordinaire. Oui. Et celle de ma montre m'a passablement bouleversé. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que j'étais concerné personnellement. Oui. Ah bah, je crois qu'il faut lui donner un micro, parce que là... Oui, pardon. Voulez-vous que je tienne le micro si vous avez besoin de votre... Bon. Le premier objet qui me parle, c'est plutôt celui-ci. Oui. Et qui voyez-vous? Je vois des murailles de pierre autour. Il y a de l'eau d'ailleurs, pas très loin. Il fait très froid autour de l'objet. Nous avons caché un signe qui aurait pu vous aider. Il fait très froid autour. Quelle époque? Je sais pas. L'époque ne me dit rien. Beaucoup d'obscurité, des pierres, de la solitude, de la peur, de l'angoisse, de la misère morale. Ça sent la mort autour. Est-ce que ça a appartenu à une femme? Cet objet, pour autant que je le sache, car je ne suis pas totalement informé de ces objets, car je ne voudrais pas que quelque chose de télépathique entre vous et moi perturbe votre voyance. Ça ne peut pas marcher la télépathie, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, bon. Alors très bien. Écoutez, c'est une cuillère. Ce que nous avons caché sur cette cuillère, c'est la croix gammée. Elle a été retrouvée dans le jardin de l'une de nos collaboratrices, elle était enterrée. Une forêt ou un bois, pas très loin. Je vois des roses, beaucoup de roses. Je sens un parfum. Je vois des dentelles, des rubans. Je vois des flacons de cristal. Je vois un lustre de cristal qui brille énormément. C'est quelqu'un qui a une position sociale assez importante. C'est quelqu'un de craint et d'aimer en même temps. Il y a beaucoup de haine autour de cette personne, beaucoup d'adulateurs, beaucoup de flatteurs. Je vois des gens qui font la révérence. On continue? On continue. Je vois des statues de marbre dans un parc. Je vois du sang. Il y a les cris de la foule. Je vois un cheval qui marche au pas. Alors, je suis incapable d'authentifier votre voyance, car ce livre, c'est Michel de Grèce qui l'a apporté juste avant l'émission, nous n'étions même pas au courant, il est le seul à pouvoir authentifier ce que vous venez de dire. Je trouve que vous avez été rudement fort. Ce livre appartenait, c'est un carnet de dessins fait par le duc d'Orléans, fils aîné de Louis-Philippe, mon arrière-grand-père. Vous avez décrit tout à fait l'atmosphère du palais, et vous avez le sang, il est mort à 35-40 ans d'un accident, c'est-à-dire que ses chevaux se sont emballés, il a voulu sauter de la voiture et il s'est tapé la tête contre les pierres du chemin et il en est mort. Et le cheval que sa mort a entraîné la révolution de 1848 que vous avez décrit avec les hurlements de la foule. Bravo. On applaudit. Merci Michel de Grèce. Et alors, oui, cette montre. J'entends un piano. Je vois un clavier. Je vois des doigts très effilés.
assez osseux d'ailleurs. C'est bizarre parce que cette musique, c'est de la musique de Gershwin. Ce sont les années 30. Je vois de la neige, une voiture décapotable, une longue écharpe blanche, des yeux très clairs, bleu, gris, je ne sais pas exactement. De quelle couleur les yeux? Je ne sais pas, les yeux sont très gris, gris, bleu, je ne sais pas, mais très clairs. Des yeux qui sortent du commun. Oui, un nez aquilin, une peau nacrée, un visage très féminin, des cheveux très fins, comme de la soie. C'est quelqu'un qui... Je ne sais pas si c'est la personne, mais il y a de la musique de tango. Du tango. Je vois un manuscrit sur une table, écrit d'une écriture très fine. Je vois la lettre I, qui est dans le prénom ou dans le nom de la personne. Eh bien, écoutez, c'est un puzzle que cette voyance, et toutes les pièces de ce puzzle, je ne peux pas les authentifier, mais il y en a certaines, en tout cas pour ce que je sais de cet objet, qui prouvent que vous avez mis dans le mille les yeux, le nez aquilin, les cheveux, la peau nacrée, le I dans le prénom. Les mains très fines. Oui, les mains très fines. Cette montre a appartenu à Lise Taylor. Je crois quand même que la voyance de Serge Deladé est assez extraordinaire. La voyance existe. Bon, je voudrais maintenant qu'on conclue, et qu'on conclue notamment avec Jean-Pierre Baillère en revenant à l'histoire de Babette. Est-ce qu'il y a des cas historiques de bijoux maudits? Oui, on en a. Il y a par exemple, ne serait-ce que Salomon, avec son fameux temple qu'il construit. Mais Salomon avait une bague qui lui permet d'avoir un jugement équitable. Et on dit que Dieu, dans un moment, n'était pas tellement content après Salomon. Alors il a commandé au diable de lui enlever. Et pendant 40 jours, un nombre qui est bien mystérieux lui aussi, et bien pendant 40 jours, Salomon n'a plus déterminer. Bien, je vous remercie et bravo encore Serge Deladé, la suite du mystère dans un instant. Vous l'avez peut-être remarqué au cours de vos voyages, il y a des lieux sur notre bonne vieille terre qui ne sont pas comme les autres, des lieux où semble-t-il rien n'est comme ailleurs. Eh bien, voici l'un de ces lieux, en France. C'est un endroit où, de mémoire d'homme, il s'est toujours passé, il se passe encore, des choses complètement inexplicables. À la frontière de l'Ardèche, de la Haute-Loire et des Cévennes, se trouve la région du Velay, dominée par le mont du Mézin. Ici, la légende prend sa source au cœur des volcans éteints auxquels on attribue de mystérieuses forces. Car comment expliquer les phénomènes étranges qui perturbent depuis des siècles cette région désolée? Où le bien et le mal semblent se livrer bataille et où Satan aurait planté ses crocs au lieu dit des dents du diable. Ces deux immenses rochers qui se dressent étrangement vers le ciel. C'est une région dont certains auteurs dans l'Antiquité ont dit qu'elle était un locus terribilis, terme latin qui signifie un lieu terrible. La géographie ici
porte toutes les stigmates de l'étrange. Et la burle, un vent un peu maudit qui siffle là-dedans, semble accompagner de sa musique ces paysages un peu monstrueux. La burle, un vent lugubre et redouté auquel la légende donne des pouvoirs surnaturels. Mais ici, quand la nuit tombe, la légende devient parfois réalité. Et l'on a constaté de nombreux phénomènes inexplicables. Quand on est sur le terrain, qu'on est pris par la burle, on vit au moment où on va faire les dépannages et tout, on sent la violence du vent. On a l'impression que ce vent vibre, il est anormal par rapport à ailleurs, c'est certain. Il y a en saison d'été beaucoup d'orages qui sont très violents, très très forts. On a des choses, c'est vrai, qu'on ne retrouve pas ailleurs, du style du poteau qui se coupe en deux carrément, la foudre tape dessus, le poteau s'éclate de haut en bas. Les spécialistes sont venus, ils ont étudié la force du vent, voir ce qui se passait exactement. Pour l'instant, on en est encore en phase expérimentale, on n'a pas trouvé pour quelle raison le matériel ne résiste pas. Cette région, ce sont tous d'anciens volcans. Je pense que le sous-sol est pour quelque chose dans ces phénomènes. On n'a pas de protection possible, connue actuellement, pour canaliser toute cette énergie. Quelles sont ces forces incroyablement violentes qui se déchaînent sur un rayon de 15 km? Ces phénomènes électriques ne touchent pas que les installations EDF. En mars 1985, les habitants ont signalé une série d'incidents qui dépassent l'entendement. Sans aucune raison, les téléphones se sont mis à sonner frénétiquement. Mais plus inquiétant, alors qu'il n'y avait pas d'orage ni d'éclairs, des vaches furent électrocutées dans plusieurs fermes. Alerté, M. Belvor, le maire du village, va vérifier si son troupeau a lui aussi été touché par cet étrange phénomène. En effet, l'une de ces vaches semble avoir des difficultés. Le temps qu'il descend de la colline, la vache ne bouge plus. Elle respire toujours, mais elle semble avoir été assommée. M. Belvor tente de l'aider à se relever, mais elle ne peut trouver son équilibre. Heureusement, la vache ne gardera aucune séquelle de cette étrange aventure. D'autres éleveurs ont rapporté des faits similaires d'électrocution. Quelques animaux en sont même morts. Ces incidents ne font que s'ajouter à la longue liste des événements bizarres de cette région. Le chroniqueur Jacques Mon signale vers 1640-1650 la chute d'un aérolithe qui anéantit un village à côté du Monastir-sur-Gazeille, le village de Bessèire, qui a été complètement anéanti, animaux et gens communs. On a signalé aussi dans cette région des puits de pierre, des puits de sang et des puits de crapauds. Les terreurs du passé, qui effraient beaucoup de gens, en reviennent au Moyen-Âge, et quand on cherchait à se préserver de la foudre et du feu du ciel. Mais il semble que ces terrifiantes croyances médiévales ne soient pas totalement imaginaires. Aujourd'hui encore, certains habitants du Mézin en ont été témoins. J'ai aperçu, et j'en ai la certitude, j'ai aperçu une grande boule de feu. Ça devait... Il me semble que c'était grand à peu près comme une roue de char. Et cette boule de feu, elle était de l'autre côté du pont, de l'autre côté, sur mon chemin. Et j'ai eu très peur, bien sûr. J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis mis à courir. D'autres
témoins ont vu ces mystérieuses boules de feu et leurs descriptions sont toutes similaires. Maurice Lost en a fait lui aussi l'expérience et il n'est pas prêt de l'oublier. Je me trouve enveloppé d'un feu, mais je ne sentais aucune chaleur. Et en face de moi, à peu près à 3 mètres, ça taillait un mur noir, alors, comme de la pierre, un mur qui me semblait infranchissable. J'ai fait un tour sur moi-même, je me demandais ce qui m'arrivait, et je n'ai pas compris. Et à ce moment-là, le feu est disparu, alors j'étais tellement ébloui que je ne voyais plus rien du tout, je ne trouvais plus ma bicyclette. Et ça a été terminé. D'où proviennent ces étranges phénomènes? Certains scientifiques ont remarqué qu'ils se produisent dans plusieurs régions de la planète, en particulier dans les zones volcaniques dont l'activité perturbe les ondes telluriques. Le tellurisme est un fluide qui se transporte sous la forme d'une nappe d'un courant à travers, qui entoure le globe et qui utilise la moindre résistance géologique et qui se transporte d'un lieu à un autre comme n'importe quel courant électrique, sauf que celui-ci est naturel. Et ce n'est pas exclu que cette conjonction de phénomènes crée quelque chose de mystérieux. Cette région est également redoutée par les pilotes, car les accidents d'avion s'y sont multipliés. Beaucoup restent sans explication, comme le 13 mai 1991, quand un avion de tourisme allant de Clermont-Ferrand à Marseille a survolé la région des Dents du Diable. Les conditions climatiques n'étaient pas bonnes, mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi l'avion a brutalement percuté la montagne, car le pilote était expérimenté et connaissait bien la région. On dit que les avions qui sont appelés à passer par là seraient soumis parfois à des conditions un peu particulières, en particulier des instruments de radionavigation qui seraient soumis à certains affolements. Pour nous, cette zone du Mézin provoque une certaine méfiance, car nous avons vu tant de nos camarades pilotes d'avion être précipités contre la montagne, et y compris en ce qui concerne notre association. C'est vrai que nous prenons un nombre de garanties important lorsque nous sommes appelés à survoler la région. On a comparé cet endroit au triangle des Bermudes, et certains croient que c'est une force magnétique qui perturbe les instruments de bord des avions. Il est vrai que les accidents y sont extrêmement fréquents, et que la région du Mézin porte en elle les sinistres blessures de trop nombreuses épaves et le triste souvenir de trop nombreuses victimes. Je me suis intéressé à ces phénomènes d'avions qui tombaient sur le Mézin depuis 1943, à l'époque de la Résistance. À partir de ce moment, il y a eu une cinquantaine d'avions qui sont écrasés au Mézin, autour du Mézin. Et je pense qu'il y en a environ une quarantaine qui n'ont pas d'explication valable. Les anciens croyaient qu'en ce lieu terrible étaient enfouies les tables d'or des druides et que la présence de ce trésor sacré déchaînait les éléments. Et même si aujourd'hui les explications des curieux phénomènes qui s'y déroulent encore sont plus rationnelles, la région du Mézin garde toujours sa beauté captivante et tout son mystère. Trois spécialistes sur ce plateau, à côté de moi et de Sheila, pour essayer d'y voir un peu plus clair à propos de ces phénomènes que nous venons de voir. Marcel Loquin, docteur S-Sciences, Jean-Louis de Gaudanzy, journaliste, mais très très spécialisé dans ce que l'on appelle la géobiologie. Et puis Adolphe Landspurk. Adolphe Landspurk, lui, il est sourcier depuis sa plus tendre enfance, si j'ose dire. Et il étudie ce qu'il appelle les hauts lieux d'énergie. Il prépare un livre d'ailleurs sur les phénomènes étranges en pays cathare. Est-ce que vous avez, Adolphe Landspurk, quelques explications sur ce que l'on vient de voir? En voyant ce film, je m'aperçois que c'est des hauts lieux telluriques.
c'est des hauts lieux cosmotelluriques. Ça fait 12 ans. C'est-à-dire Bon, ça fait 12 ans que je parcours les pays cathares. Je me suis arrêté à Couvertoirade. Ça fait 2 ans et demi que j'ai parcouru l'Alsace et les Vosges et la Forêt Noire tous les samedis et dimanches. Et j'ai recensé tous les hauts lieux, c'est-à-dire des endroits chargés en ondes bénéfiques, si on veut dire. Tout à l'heure, vous parliez des maisons hantées ou des maisons à mémoire, des lieux maléfiques. Bon, ces lieux existent, je les parcours également, mais ce n'est pas ma spécialité. Lieu maléfique, lieu bénéfique. Qu'est-ce qui explique ces deux vertus opposées? Quand il y a le plus, il y a le moins. Quand il y a le positif, quelque part, il y a le négatif à côté. Donc, automatiquement, s'il y a des hauts lieux telluriques à un endroit... Dans ce qui est tellurique, c'est ce qui est... Ce qui est tellurique, c'est ce qui est en bas. Alors, le tellurique, c'est en dessous, et le cosmique, c'est au-dessus, c'est ça? L'homme est cosmotellurique de naissance, de nature, comme un arbre. Oui. Il a les mains tournées vers les étoiles, et le regard tourné vers les étoiles, et les pieds enracinés dans la terre. Donc, il est cosmique et tellurique en même temps. Alors, le négatif, ça vient d'en bas? Le négatif, c'est en bas, et le positif, c'est en haut. Donc, dans ce qu'on vient de voir, il n'y a que du tellurique. Et là, on a un dieu qui est chargé, et si ça se trouve, il y a un courant tellurique qui fait 500 mètres de large, et qui fait que les avions tombent, ou qui fait que les appareils se dérèglent. Hein. Marcel Loquin, vous partagez entièrement cette analyse. Il faut incriminer, à votre avis, le magnétisme ou les régions volcaniques, peut-être? Il y a la superposition de deux phénomènes qui, indépendamment, sont bien connus, tout au moins moi je les connais très bien. C'est d'une part le phénomène de la foudre en boule, c'est-à-dire l'ionisation, qui n'est pas forcément provoquée par la foudre, mais qui peut être provoquée simplement par une différence de potentiel électrique. Et puis le second phénomène, c'est ce qu'on appelle en physique une image, les pores de la Terre, c'est-à-dire l'endroit où la Terre fait des échanges d'ions avec l'atmosphère. La foudre en boule, c'est cette boule de feu qu'on a vue dans le film? C'est simplement, c'est pas dangereux du tout. C'est simplement, moi je l'ai vu une dizaine de fois dans ma vie. J'avais la chance, quand j'étais jeune, de vivre dans une maison où la foudre tombait tout le temps. Donc j'ai étudié la foudre à l'endroit même où elle tombait. Et jamais la maison n'a eu de dégâts. Et j'ai vu la foudre en boule encore récemment au-dessus de Vincennes, par exemple, un chapelet de boule au moment d'un éclair. Je l'ai vu dans l'Yonne, c'est un phénomène très connu. Où que nous soyons, même dans nos maisons, dans nos appartements, nous sommes soumis à des forces, donc, dont la plupart d'entre nous ignorons les effets, s'ils sont bénéfiques ou maléfiques. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Jean-Louis de Gaudensy? En fait, il est rare que l'on construise sa maison sur un haut lieu, et sur ces hauts lieux, la plupart du temps, ce sont des sanctuaires, par tradition, par intuition, l'homme savait que ces lieux-là, il fallait. Mais aujourd'hui, on construit n'importe où, n'importe quand. Oui, donc ce qu'on a constaté, ce qu'un certain nombre de chercheurs ont constaté, c'est que notre sol était parcouru par des courants électromagnétiques, par des courants telluriques, que ça formait une sorte de filet dans notre sous-sol, et que si l'on se trouvait à des lieux d'intersection de ce filet, eh bien, ces lieux étaient actifs. Ce qui ne veut pas dire... Ils sont très rapprochés? Oui, ils sont relativement rapprochés, mais ils sont plus ou moins actifs selon les cas. C'est-à-dire qu'il y en a un à peu près tous les 2 mètres, 2 mètres 50. C'est un docteur allemand, un physicien allemand, le docteur Hartmann, qui a découvert ça. Ça a beaucoup d'influence sur la santé? Ça peut avoir une influence sur la santé, si effectivement vous dormez sur un de ces nœuds telluriques, ces nœuds électromagnétiques, eh bien oui, ça peut vous donner un mauvais sommeil, vous provoquer des migraines, développer en vous des maladies. C'est vrai ce qu'on dit parfois, qu'il suffit de changer son lit de place de, je sais pas moi, de 3 à 4 mètres ça pour que tout change si on est malade. Ça semble exact, parce que si l'on dort au-dessus d'un de ces points, et je crois qu'actuellement, suffisamment d'études, on ne peut pas dire que ce soit encore quelque chose de vraiment scientifique, c'est une recherche, c'est un art, mais les recherches qui ont été faites là-dessus montrent que si l'on dort sur un de ces nœuds telluromagnétiques, eh bien on se trouve mal de la même manière qu'il faut que le lit soit orienté tête au nord pour la plupart des gens, 70% environ, et 30% de personnes dorment mieux tête à l'est. Est-ce qu'on prend ces données en compte quand on construit des usines, des bureaux? On les prend officiellement pas encore. Je pense que les plus avancés dans ce domaine, ce sont les Suisses, qui pratiquement, tous les architectes suisses ou presque, construisent
maintenant avec des données géobiologiques précises. En France, tout un réseau de géobiologues architectes s'est constitué, est en train de se constituer, et de plus en plus on construit de cette manière-là. Moralité, Jean-Louis de Gaudanzy, si on a des migraines épouvantables, certes il faut voir son médecin, mais oui, il faut peut-être aussi appeler le géobiologue pour qu'il vous dise si votre lit est bien placé. Oui, non, on peut déjà, d'ores et déjà commencer par faire des expériences soi-même, c'est-à-dire observer ne serait-ce que ces animaux domestiques. On peut savoir que par exemple un chat, lui, se tient, contrairement à l'être humain et contrairement au chien, se tient sur un endroit qui pour nous serait néfaste. Donc l'endroit où se tient, or le souci qu'il a de son confort, bien entendu. Si le chat dort sur le lit, on est en kikiné. Non, pas vraiment, parce que là en l'occurrence, il va d'abord s'intéresser à son confort. Mais un endroit où se tient trop volontiers le chat, oui, et qui n'est pas obligatoirement un endroit bien ensoleillé, un endroit confortable, peut être un endroit, j'allais dire maléfique, non, le terme est mal choisi, néfaste. Néfaste. Négatif. Nocif. De même qu'on peut aussi étudier ces plantes vertes. La plupart des plantes vertes, en particulier les fougères, se comportent très très mal à ces points négatifs. D'autres plantes, comme les caoutchoucs, enfin ce qu'on appelle populairement le caoutchouc, se comportent très très bien. Donc bref, il suffit de... Vous permettez une toute petite parenthèse pour revenir à la région du Mézenc. Oui. C'est comme à l'île Maurice. À l'île Maurice, c'est une île complètement volcanique. Et ça, c'est une région complètement volcanique. Or, on sait que les coulées de lave se fient, au moment où elles se solidifient, elles figent le champ magnétique du moment. Et ce champ magnétique change au cours des temps géologiques. Donc, vous avez un sol qui est complètement perturbé au point de vue magnétique. La preuve, c'est qu'à l'île Maurice, on sait qu'on ne peut pas faire de course de chevaux. Parce que les chevaux perdent leurs moyens. Parce que tous les 5 mètres en moyenne, il y a une perturbation magnétique tellement forte qu'ils perdent 2 secondes sur leur performance normale pour le même parcours. Bon, je voudrais maintenant qu'on quitte les campagnes françaises pour se rendre dans un lieu qui lui est entré dans la légende depuis déjà longtemps. Cette fois-ci, nous sommes en mer, dans l'océan Atlantique. Nous sommes au large de la Floride. Vous l'avez tous deviné, Mystère vous emmène dans le fameux triangle des Bermudes. À l'est des îles Bermudes jusqu'à Porto Rico. Depuis 75 ans, une centaine de bateaux et d'avions et plus d'1 millier d'hommes y ont disparu. Mais déjà, en 1492, Christophe Colomb notait dans son livre de bord des lumières étranges et des... La mission d'entraînement était la suivante. La patrouille devait parcourir 120 000 nautiques vers le nord-est, effectuer des exercices de tir, puis se diriger vers le nord-ouest pendant 73 000 pour enfin rejoindre la base au sud-ouest. Cette mission d'entraînement était la dernière étape de qualification des élèves pilotes de la patrouille 19. Les exercices se déroulent bien pendant la première heure. Puis soudain, l'instructeur signale que ses instruments de navigation ne fonctionnent plus. Je ne sais pas où nous sommes. On a dû se perdre après le dernier virage. Je survole des îles au sud de Miami, mais je ne sais pas où nous sommes exactement et je ne sais pas comment rentrer à la base. Je vois la terre. Ce sont des îles. Je vais aller regarder de plus près. Mais Charles Taylor se trompe. Il croit voler au-dessus du golfe du Mexique et ordonne à l'escadrille de se diriger vers l'est. Malgré les protestations des élèves pilotes, Taylor s'entête. La nuit commence à tomber. Ce n'est que vers 17 heures, n'ayant plus de contact radio avec la base, que Taylor accepte de faire demi-tour. Mais au bout de 49 minutes, c'est la catastrophe. Un des avions s'écrase. Est-ce l'avion de Taylor qui s'est écrasé? Nul ne le sait. En tout cas, les 4 autres pilotes vont alors prendre une décision fatale. N'apercevant toujours pas la côte, ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'à quelques kilomètres de leur base. Ils décident de faire demi-tour et repartent vers l'est, où ils disparaîtront à jamais. Pendant 5 jours, la marine américaine, une tragédie allait peut-être aider à résoudre le mystère de cette disparition. En 1986, la navette spatiale Challenger a explosé quelques secondes après le décollage. 2 mètres de profondeur. On savait qu'il y avait une épave, mais on ne savait pas de quel type d'avion il s'agissait. Le lendemain, le plus dur reste à faire. Il faut maintenant remonter. Le corail pèse 3 fois plus qu'un avion torpilleur normal. L'épave tangue dangereusement. La nuit va bientôt tomber. On va y retourner, on va la voir. Ah, mais ça complique les choses. Juste après...
45 minutes plus tard, l'avion est retrouvé presque au même endroit qu'auparavant. L'équipe sait que c'est leur dernière chance. Et l'on va peut-être avoir la solution du mystère de la disparition de la patrouille 19. Même nettoyées, les plaques d'identification trouvées sur l'épave ne sont pas totalement lisibles. Pourtant, certains numéros coïncident en partie avec ceux d'un des 5 avions perdus. Le mystère de la disparition du vol 19 est donc au triangle des Bermudes que partout ailleurs sur la Terre. Bien, messieurs, la question vient d'être posée. Apparemment, pour ce qui concerne la disparition du vol 19, il n'y a place de la Concorde de la mer. C'est-à-dire qu'il y a tellement de circulation maritime, de circulation aérienne, que effectivement, statistiquement, il ne peut y avoir que plus de disparitions et plus d'accidents. On a trouvé, semble-t-il, un des avions du vol 19. On a retrouvé un certain nombre de bateaux. Il n'y a pas d'autres endroits de ce genre dans le monde? Si, en fait, un certain nombre d'auteurs pensent que il y a 12 endroits semblables, à peu près semblables, où des perturbations se produiraient. Alors, perturbations qui sont peut-être d'origine magnétique, peut-être d'origine électromagnétique, telluro, etc., enfin Cosmo, tout ce qu'on voudra. Il y en a 12. Donc, le plus célèbre, qui est peut-être plus célèbre encore que le triangle des Bermudes, mais en Asie, c'est le triangle du diable près du Japon. C'est-à-dire, ils ont eux aussi leurs Bermudes, quoi. Donc, faudrait tout étudier. Ça fait couler beaucoup d'encre, mais peut-être n'a-t-on pas étudié les choses avec suffisamment d'objectivité encore. Marcel Loquin, vous avez une opinion personnelle sur ces disparitions? Il faut d'abord regarder l'existence d'orages magnétiques, électromagnétiques, qui sont bien connus. Mais il y a une forme d'orage électromagnétique qui, je crois, n'a pas été très bien étudiée. C'est l'équivalent d'un cyclone, c'est-à-dire une perturbation qui tourne. Circulaire, oui. Qui désoriente complètement les instruments de bord d'un appareil. Alors ça, c'est pour expliquer, par exemple, le parcours aberrant des avions tels qu'ils ont été décrits dans la première partie du film. Ils étaient manifestement perdus, ces pilotes. Maintenant, si ces explications, c'est une hypothèse, si ces explications ne sont pas suffisantes pour expliquer un certain nombre de phénomènes, il y a dans les hypothèses cosmologiques l'existence de ce qu'on appelle des lignes d'univers. Et des lignes d'univers, c'est quelque chose qui est bien connu depuis Einstein, puis je crois que le mot a été créé par Einstein. Ces lignes d'univers, elles peuvent s'entremêler, un peu comme un peloton de ficelle, et on peut, je dirais théoriquement, c'est une hypothèse tout à fait plausible mais pas vérifiée, on peut passer d'une ligne d'univers à une autre sans s'en apercevoir et à ce moment-là se retrouver... Ça veut dire qu'on passe dans une autre dimension? Non, je dirais pas dans une autre dimension, dans un autre espace-temps, c'est-à-dire on passe peut-être 1000 ans avant ou 1000 ans plus tard. Oui. Autrement dit, parce que dans la relativité, le passé, le présent et le futur, comme l'a dit Einstein, sont simultanément présents. Alors si vous faites des nœuds dans cet espace-là, vous pouvez très bien passer d'une ligne d'univers à une autre sans vous en apercevoir. C'est une hypothèse pour l'instant gratuite mais plausible. Et c'est un scientifique de l'establishment scientifique même qui nous le dit. C'est là le triangle des Bermudes. Par tout ça. Ça me donne le vertige ce que dit Marcel Loquin. Non, mais je trouve que c'est très très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que au fond, il y a encore, on a plein de choses où on n'a pas encore les réponses, quoi. Donc chacun, heureusement, et on n'aura pas les réponses sur tout. Là, peut-être un jour, en saura-t-on plus long sur le mystère du triangle des Bermudes. En tout cas, je vous remercie. Vos points de vue étaient tout à fait intéressants à tous les trois. Mystère continue. C'est l'un des tout premiers, peut-être même le premier de notre profession, à avoir pris au sérieux, il y a de cela, je crois, 20 ans tout juste, le phénomène OVNI. Vous devinez de qui je veux parler? Jean-Claude Bourret. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Alexandre. Et Jean-Claude est là parce qu'il vient de publier un livre chez Robert Laffont qui s'appelle OVNI, la science avance. C'est le point sur ce phénomène des OVNI et l'attitude des scientifiques. Et Jean-Claude, de tous ces cas d'OVNI qui ont peut-être fait avancer la science, il y en a un, tu en parles d'ailleurs dans ton livre, tu appelles ça le cas qui a tout changé. C'est le cas de Trans-en-Provence. Alors pourquoi, à ton avis, ça a tout changé? Ça a tout changé parce que pour la première fois dans l'histoire des atterrissages d'OVNI, la trace d'atterrissage a été protégée par la gendarmerie nationale et qu'elle a été analysée par 6 laboratoires scientifiques différents
pendant 2 ans. Nous avons des certitudes quasiment absolues. Nous avons vu des modifications chimiques du sol incompréhensibles, des modifications des plantes, par exemple un vieillissement accéléré que l'on n'a pas encore été capable de reproduire en laboratoire 11 ans après les événements. Et ce cas n'est d'ailleurs pas le seul, puisque nous révélons aussi un autre cas, dont vous parlerez peut-être à la rentrée dans Mystère, qui est un autre cas d'atterrissage exactement semblable à celui de Trans-en-Provence, qui s'est également produit en France. Mais le cas de Trans-en-Provence est vraiment exceptionnel par l'ensemble des données précises et convergentes. Sur l'origine de cet ovni, est-ce que tu as une intime conviction? J'ai une intime conviction qui est triple. Ça existe, c'est la manifestation d'une intelligence, et cette intelligence n'est pas d'origine humaine. Eh bien, regardons l'histoire de l'ovni de Trans-en-Provence. Un phénomène exceptionnel est arrivé le 8 janvier 1981 à Trans-en-Provence, un petit village du Var situé à 10 km de Draguignan. Le témoin principal de ce phénomène est Renato Nicolai. D'origine italienne, il vit en France depuis 35 ans avec sa femme et mène une vie tranquille et simple dans ce village de Provence qu'apparemment rien ne peut perturber. Et pourtant, c'est ici que s'est produit un événement étrange que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Un mystérieux objet a volé dans le ciel de Trans-en-Provence. Un objet qui soulève la question que l'humanité se pose depuis toujours. Sommes-nous seuls dans l'univers? Un objet qui a atterri ici, dans le jardin des Nicolai, comme le décrit le rapport de gendarmerie. « 8 janvier 1981, 17h. Renato Nicolai bricole tranquillement. Quand soudain, il sent quelque chose là che quelque chose n'est pas de normal là. Che j'ai vu justement un engin per terra, un engin là, environ 3 metri, 3,50 metri là, su 1,50 metri d'altura là. Je suis allé sur la place là, pour voir exactement ce qui peut être arrivé. A-t-il rêvé? Est-il devenu fou? A-t-il eu une hallucination? Renato Nicolai s'inquiète. Mais soudain, il voit. La preuve qu'il n'est pas fou est là, marquée sur le sol comme une empreinte. Que s'est-il passé? J'ai perçu des tracce per terra là, un gel di brûlé, qu'il avait ripé un peu cet engin. Quand mon mari m'a raconté ça, enfin, je croyais, je dis, ça va pas, je sais pas ce qui lui passe ce soir. Je le voyais pas bien. Dans la nuit, je n'ai pas trop dormi, je pensais à ça, je disais qu'est-ce qui arrive à mon mari, c'est pas possible, je lui ai raconté des choses comme ça. En attendant que je ne pouvais pas voir qu'est-ce qui s'est arrivé, je croyais une chose impossible, impossible, vraiment, je ne croyais pas qu'est-ce qu'il avait raconté mon mari. Après le matin, en me levant, que je vis avec mes yeux, je dis quand même,
avait raison, maman, il y avait quelque chose, vraiment. Il y avait quand même des empreintes bien importantes, bien grandes. Si vous voyez que c'était passé quelque chose, vraiment. C'est là que je suis partie chez Madame Amoret, à la voisine, qui est loin de chez moi, et que j'ai raconté tout ça. Madame Amoret, elle est venue vite avec moi. Monsieur Nicolai est un monsieur qui est excessivement sensé, très discret, et qui ne raconterait pas des histoires pour se faire mousser. C'est pour ça qu'on peut croire ce qu'il dit. Il avait l'air d'avoir un peu peur, d'avoir eu un peu peur de ce qu'il avait vu. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé s'il voulait que j'appelle les gendarmes, parce que ça me paraissait normal. Et j'ai téléphoné tout de suite, parce qu'on n'avait pas de téléphone. Immédiatement, les gendarmes se sont rendus sur place. Car même quand il s'agit d'OVNI, c'est la gendarmerie, en accord avec le Centre national d'études spatiales, qui doit dresser le premier procès verbal. Et s'il y a lieu, prendre des mesures, des photographies et des échantillons selon des directives très précises. Et on la prend où, attends? La photo numéro 5. Ce qui nous a décidé à intervenir précisément sur donc le cas Trans-en-Provence, c'est qu'il y avait une très bonne cohérence entre le témoignage et la trace qui était donc constatée au sol. Et les gendarmes, lorsqu'ils ont effectué leur enquête, nous ont confirmé qu'il ne pouvait pas s'agir d'un canular orchestré par l'intéressé, ni même d'un phénomène naturel qui aurait pu être en relation avec, par exemple, un phénomène orageux, puisque nous étions dans une période où le temps était, dans cette région de Provence, particulièrement stable. Ce 8 janvier 1981, aucune anomalie n'a été détectée par les radars. Pourtant, cet objet volant a bien atterri dans le jardin de Renato. Il a laissé une trace. Alors, que s'est-il passé? Cet engin pourrait-il provenir de la base militaire située à quelques kilomètres de là? Les autorités militaires sont formelles. La défense nationale est à l'heure actuelle incapable de réaliser un engin qui puisse se déplacer sans bruit et atterrir de cette façon. Mais alors, cet engin ne serait pas d'origine terrestre? Les plantes prélevées par les gendarmes lors de leur enquête vont-elles élucider le mystère? Selon nos directives, les gendarmes avaient effectué des prélèvements qui nous ont fait parvenir. Et étant donné que c'était la première fois qu'il y avait ce genre de traces, nous avions un laboratoire qui était celui du professeur Bounias à l'INRA, qui était prêt à intervenir pour faire des mesures sur les végétaux. Pendant 30 jours, les plantes seront entreposées dans les réfrigérateurs du laboratoire du professeur Bounias, en attendant que le Centre national d'études spatiales décide officiellement de lancer les analyses. Dans les échantillons que m'ont amené les gendarmes, il y avait des feuilles de luzerne sauvage de différents âges qui étaient vertes, qui ont un aspect tout à fait normal, sauf qu'elles avaient été desséchées pendant le transport et la conservation. Le professeur Bounias va constater un phénomène inexplicable, une première scientifique. Les composants chimiques des feuilles prélevées sur la trace sont les mêmes que ceux de la luzerne, mais les proportions sont inversées. Les premiers éléments recueillis au niveau des analyses nous ont montré qu'effectivement il y avait des effets tout à fait particuliers qui ressortaient en ce qui concernait le sol. Et à partir de cet instant, nous voulions approfondir cette affaire et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'intervenir directement sur les lieux en complément de l'enquête des gendarmes. C'est ainsi que nous nous sommes déplacés sur le site et à ma grande surprise, 30 jours après, l'empreinte était toujours visible sur le sol. Pour la première fois, il y avait une empreinte mécanique. Et cette empreinte mécanique, elle allait un petit peu comme une plaque photographique, nous révéler quelque chose. Je vais regarder ça plus précisément.
Ah oui, il y a un dépôt sous la croûte, on voit bien la forme de... C'est une pression sur le sol. Nous sommes confrontés à un mystère, qui est celui d'un objet qui est venu atterrir très précisément dans cet endroit et qui demeure aujourd'hui encore pour nous une énigme dans la mesure où nous n'avons pas la capacité de pouvoir concevoir et réaliser de tels engins. Une centrale nucléaire en termes de puissance énergétique nécessaire pour pouvoir générer de tels effets de poussée pour déplacer cet objet. Par conséquent, je ne sais pas quelle peut être l'origine de cet événement. 10 ans après, Renato Nicolai et sa femme ne savent toujours pas ce qui a atterri dans leur jardin. Ils espèrent une réponse que les scientifiques n'ont toujours pas pu leur donner. Je crois que globalement, l'idée fait progressivement son chemin, qu'après tout, il existerait peut-être dans l'univers d'autres civilisations qui pourraient, pourquoi pas, nous rendre visite. Les analyses ont permis d'affirmer qu'il s'est réellement passé quelque chose d'étrange à Trans-en-Provence. Mais quoi? Après 10 ans d'études approfondies, il n'y a toujours pas de réponse. Cette affaire de Trans-en-Provence m'a permis de réaliser une étude très complète, telle que lorsque j'ai pu en discuter avec des collègues américains qui m'ont dit qu'au fond c'était la première fois au monde qu'une étude scientifique aussi complète était réalisée sur un cas d'OVNI au sens général du terme, bien entendu. Donc dans ce sens-là, l'affaire de Trans-en-Provence, c'était bien scientifiquement une première mondiale. Les analyses des plantes, de la terre et du sol ont prouvé que Renato Nicolai n'avait ni rêvé ni menti. Cet engin que Renato a vu le 8 janvier 1981. Le mystère reste entier. Bien, avant de nous séparer, notre rendez-vous avec l'actualité de Mystère, c'est le journal désormais traditionnel de Marielle Fournier. Bonsoir Marielle. Bonsoir. Et vous nous apportez ce soir une actualité à proprement parler surnaturelle. Je veux dire par là qu'on ne trouve pas d'explication normale ou naturelle à ce qui se passe dans l'ex-Yougoslavie, à Medjugorje depuis bien longtemps déjà. Medjugorje, c'est au cœur de la Bosnie, qui est l'un des points chauds de la guerre entre Serbes et Croates. Alors il faut dire que Medjugorje est devenu un haut lieu de pèlerinage pour des catholiques qui viennent d'un peu partout dans le monde pour y prier, depuis que la Vierge est venue parler aux enfants. Alors la première fois c'était il y a 12 ans, pour 6 adolescents qui se promenaient tranquillement dans la campagne, et depuis les apparitions se répètent tous les soirs, à la même heure, avant la messe, pour 4 d'entre eux, qui sont devenus donc des adultes. Le phénomène débute par une forme lumineuse, vient ensuite la silhouette d'une jeune femme, paraît-il, très belle, qui les appelle ensuite à la prière. Alors pour compléter un petit peu le mystère de Medjugorje, effectivement, vous parliez de la guerre en Bosnie. Généralement, les églises, les mosquées, tous les lieux de culte sont visés par les bombardements, par les tirs de mortier. Et bien là, l'église reste intacte, comme protégée par sa Vierge. Regardez. Depuis que la guerre a éclaté dans l'ex-Yougoslavie, les églises catholiques et les mosquées ont été la cible systématique de l'artillerie serbe. Plusieurs centaines de clochers et de minarets ont ainsi disparu dans les flammes. Mais à Medjugorje, non loin de Mostar, c'est différent. La paroisse est restée intacte, épargnée par les bombes.
Chaque année, des milliers de pèlerins viennent du monde entier. Les combats qui font rage à quelques kilomètres de là ne les ont pas empêchés de se rassembler. Ce dimanche-là, ils sont venus encore plus nombreux prier pour la paix, fidèles, malades ou handicapés, et rendre hommage à la Sainte Vierge. Depuis 12 ans, tous les 25 du mois, on signale des apparitions de la Madone qui vient délivrer un message d'amour entre les hommes et apporter l'espoir. Tous les soirs à 18h40, les fidèles se pressent dans l'église bondée dans l'espoir de voir la Vierge Marie. Mais c'est à quelques-uns seulement qu'elle a progressivement révélé ses secrets. Chaque jour, Ivan, l'un des 6 jeunes voyants, aujourd'hui âgé de 22 ans, lui parle avec ferveur. Même les touristes américains qui d'habitude fuient les lieux de conflit viennent à Medjugorje en très grand nombre. Je pense que c'est le paradis ici. Un paradis sur terre où règne la paix. J'ai décidé de revenir bientôt et de revenir encore. J'ai l'impression d'être au ciel. On vient ici par charter entier ou encore seul avec sa foi. Nous sommes venus par nous-mêmes, seuls, du Québec spécialement pour venir ici à Medjugorje. Et comment vous expliquez que vous n'avez pas peur? Quand la Vierge nous invite, je pense qu'il n'y a pas de peur à y avoir, même s'il y a la guerre. Qui venaient, ils ont dit, il y en a un, ils ont été obligés de sauter. Les aviateurs. 2 aviateurs qui ont été pris et ils ont dit que toutes les fois qu'ils arrivaient en vue de Medjugorje, un nuage épais se formait, ils n'avaient aucune visibilité et ils n'ont jamais pu... Et vous expliquez ça comment? La protection de la Sainte Vierge. Sœur Emmanuelle, une religieuse française de la communauté des Béatitudes, est restée pendant toute la guerre dans le petit village de Medjugorje. Elle a tenu un journal de guerre dans lequel elle relate différents faits mystérieux survenus dans les environs. Ils ont dit dans des déclarations qui sont d'ailleurs passées à la télévision que Medjugorje serait rasé, que Medjugorje serait leur dessert, etc. C'était clair qu'ils pensaient bombarder Medjugorje. Ils ont tenté de le faire. Il y a eu des avions qui nous ont survolés. Je pense qu'ils ont tenté de le faire. D'ailleurs, 2 jours au mois de mai, nous avons été bombardés. Mais les bombes sont tombées à 1 kilomètre de l'église, au moins, et n'ont fait absolument aucun dégât. Un jour, au cours d'une patrouille dans une zone exposée, des soldats sont pris sous le feu de l'aviation serbe. Pendant des heures, une pluie de bombes à fragmentation s'abat sur eux. Ils s'apercevront après que toute la plaine est brûlée et trouée de cratères, sauf les quelques mètres carrés où ils se tiennent. Pour eux, c'est un miracle. Seule la Sainte Vierge pouvait les protéger ainsi. Les soldats qui habitaient le village et qui n'étaient pas pratiquants ont tous dit, mais alors à l'unanimité totale, qu'il n'y avait que la Gospa et Dieu pour les avoir protégés dans les circonstances dans lesquelles ils se sont trouvés. Le chemin pour la paix, c'est le sentier rocailleux de la colline de Podbro, où le 24 juin 1981, la Madone s'est montrée pour la première fois aux voyants de Medjugorje. Ils quittèrent alors leurs chaussures et se précipitèrent vers l'apparition qui, elle, reculait sans toucher le sol. Ni la rocaille, ni la broussaille ne rebutent les handicapés et les fidèles qui continuent d'affluer à Medjugorje malgré la guerre. Derrière les premières montagnes, à 10 km, les combats font rage. Medjugorje et son église sont-ils protégés pour toujours? Le mystère des mystères, d'où vient-on? Quelle est l'origine de la vie sur Terre? Est-ce la création divine? Phénomène scientifique? L'astrophysicien britannique Sir Fred Hoyle, avec l'un de ses confrères indiens, a établi la théorie de la panspermie, selon laquelle les substances à l'origine de l'éclosion de la vie sur Terre viendraient de l'espace, transportées par les comètes. Alors en résumé, eh bien, nous viendrions de très très loin du cosmos. Est-ce que l'idée de l'homme extraterrestre vous plaît? Oh, mais c'est une théorie qui fait son chemin depuis un bout de temps, comme quoi nous étions tous, avant d'être ici, nous étions tous des E.T. Bien, Marielle, on aurait peut-être trouvé la raison de ce que l'on appelle, à tort d'ailleurs, les suicides collectifs de baleines ou de dauphins.
Alors effectivement, quand le cas est isolé, quand on retrouve un animal mort sur une plage, c'est tout simple. Il a été blessé ou bien il est malade, un virus, la pollution, il dérive et meurt. Mais effectivement, quand on découvre des dizaines, voire des centaines de dauphins en train d'agoniser sur les plages, il y a une raison peut-être à cela, ce serait une défaillance de leur boussole interne. C'est quoi cette boussole? Alors cette boussole, si vous voulez, ça leur permet d'enregistrer le champ magnétique de la Terre. C'est un petit peu une carte magnétique des fonds marins qui leur permet ensuite de se diriger. Alors la défaillance, c'est la carte magnétique qui s'est démagnétisée, un peu comme une carte bleue, quoi. Exactement, comme votre carte bleue peut ne plus fonctionner, eh bien là, ce serait le système brouillé quand un orage, un gros orage magnétique éclaterait. Voilà, ça serait donc l'une des possibilités. Donc il n'y a pas de suicide collectif, mais plutôt un accident collectif, une erreur d'aiguillage. Bien, enfin Marielle, dernière page de votre journal, on reparle de la planète Mars. Ah oui, Mystère, vous en avez parlé il y a 2 mois, en avril, au sujet de la possible vie sur Mars. Il y a des millions d'années, des millions d'années, donc pas une vie humaine, mais une vie végétale. Eh bien, décidément, Mars suscite toujours beaucoup d'intérêt pour les scientifiques qui viennent de signer un accord sans précédent sur le plan international pour des missions sur Mars après l'an 2000. La NASA, l'Agence spatiale européenne, les Russes, les Italiens, les Allemands et l'Agence spatiale française, tous ont donc décidé d'unir leurs talents, leur savoir-faire et leurs moyens pour de futures missions. Plus qu'une nouvelle, je dirais que c'est une confirmation. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission de Mystère, on avait reçu l'astrophysicien Jean-Claude Ribes. Jean-Claude Ribes nous avait expliqué que la colonisation de l'espace par l'homme allait commencer et que Mars serait l'une des étapes de cette colonisation de l'espace par l'homme et que ça interviendrait vers l'an 2003-2350. Voilà, donc bonne nouvelle. Merci Marielle et rendez-vous pour vos prochains journaux à partir de la rentrée pour d'autres mystères bien sûr. D'ailleurs c'est le même rendez-vous que je vous donne à vous tous, rendez-vous pour d'autres mystères à la rentrée. D'ici là je vous rappellerai quand même une boîte postale à ne pas oublier, celle où vous pouvez nous envoyer vos histoires extraordinaires, vos histoires étranges. L'adresse apparaît sur votre écran, Mystère, boîte postale 2008, 92 518 Boulogne-Cedex. Voilà, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis rendez-vous à la rentrée avec d'autres mystères. His name is Robert Paulson.